Bonjour Monsieur Asselineau, quelle est votre analyse des récents attentats? Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2016, c'est le début de l'hiver. Alors les récents attentats, il y a eu effectivement au cours des 48 dernières heures, il y a eu de nouveaux attentats en Europe et autour de l'Europe. Il y a eu notamment l'attentat lundi 19 décembre, sur un marché de Noël à Berlin, où il y a eu un camion fou qui est arrivé et qui a, un peu comme un camion bélier, comme ce qui s'était passé sur la promenade des Anglais le 14 juillet dernier à Nice. Ce camion a fait 12 morts, dont, paraît-il, un passager du camion et 48 blessés. En tout cas, c'est le décompte macabre qui a été fait pour l'instant. Et puis il y a eu un attentat, l'assassinat de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Turquie, à Ankara, monsieur Karlov. Alors ces attentats, qu'est-ce qu'on peut dire à chaud sur ces attentats? C'est un petit peu la même chose que sur les attentats qui ont déjà été commis au cours des dernières années. Il y a un sentiment de malaise, d'abord évidemment d'épouvante et de réprobation, ça va de soi. Il vaut toujours mieux le dire, évidemment. Et on présente toujours les condoléances aux victimes. Mais il y a aussi un sentiment de malaise. On a le sentiment toujours que tout ça n'est quand même pas très très clair. Sur l'affaire de Berlin, on a appris qu'il y avait comment dirais-je, un des personnes qui était dans le camion, qui semble-t-il, en tout cas ça a été les premières informations, qui est sorti et qui a été coursé pendant plusieurs centaines de mètres par des gens qui l'ont vu sortir du camion, qui a été arrêté. Finalement, il s'est révélé que c'était un jeune Pakistanais de 23 ans, qui, paraît-il, aurait fait partie des gens, de ces migrants qui se seraient réfugiés en Allemagne dans le courant de l'été, ce qui sème évidemment une polémique considérable en Allemagne sur la politique de Madame Merkel. Et puis brutalement, on apprend que finalement la police dit non, pas du tout, c'est pas du tout lui, et il est relâché. Je trouve ça quand même un peu extraordinaire qu'on relâche un témoin qui a été arrêté un témoin de premier rang qui a été arrêté dans ces conditions, qu'on le relâche tout de suite. Je connais pas bien le code de procédure pénale en Allemagne, je le connais même pas du tout, mais je trouve quand même surprenant qu'il ait été relâché aussi vite. Et puis alors on apprend aujourd'hui, 21 décembre, que tiens, coucou, le revoilou, on a découvert encore une pièce d'identité dans le camion. Alors cette fois-ci, c'est un Tunisien. Alors, ces histoires de pièces d'identité, ça fait quand même beaucoup. C'est quand même invraisemblable. J'avais déjà eu l'occasion de m'en étonner lors des attentats précédents. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des attentats, les auteurs ne trouvent rien de mieux que de mettre dans la boîte à gants leurs pièces d'identité, pour presque leur numéro de téléphone, pour qu'on sache tout de suite qui ils sont. Tout ça n'est pas tout ça n'est pas sain. En tout cas, tout ça contribue à donner sur Internet, sur les réseaux sociaux, énormément de rumeurs qui circulent. Et finalement, c'est normal que les rumeurs circulent lorsque l'on a affaire à une grande presse, à des grands médias qui passent leur temps à mentir effrontément et à avoir une propagande considérable, comme c'est le cas par exemple sur ce qui se passe en ce moment à Alep, où les médias occidentaux sont en train d'achever de se déconsidérer quand ils présentent la situation d'une façon aussi partisane, aussi biaisée et aussi éloignée de la réalité. Alors on attend la suite des événements sur cette affaire de Berlin, mais on nous prévient tout de suite qu'il pourrait y avoir d'autres attentats en Allemagne et en France. Certains y vont de leur prophétie en disant qu'on risque d'avoir des attentats. Tout ceci m'inquiète beaucoup, bien entendu pour la vie et la sécurité de mes concitoyens. Mais ça m'inquiète beaucoup parce que ça n'est pas la première fois que je le dis, je le redis. Ça sent mauvais. Je ne veux pas jouer les prophètes de malheur, mais on voit bien que l'élection présidentielle l'année prochaine peut apporter des surprises tout à fait considérables, et on voit bien quel est tout l'intérêt, tout l'avantage politique que pourraient avoir les dirigeants du pays si il y avait 10 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle en 2017 un très gros attentat qui provoquait malheureusement beaucoup de morts et de blessés, et que, comme on l'a vu exactement avant les élections régionales en novembre-décembre 2015, ça permettrait au pouvoir public
eh bien de suspendre non pas le processus électoral ni la date de l'élection, mais de suspendre la campagne électorale, c'est-à-dire précisément d'empêcher les candidats qui ne font pas partie du parti au pouvoir de s'exprimer. Le maintien de ce point de vue-là de l'état d'urgence jusqu'au mois de juin de 2017, j'en ai déjà parlé, je crois, dans le direct l'autre jour, c'est quelque chose d'absolument scandaleux. Ça veut dire qu'en fait, on vient de basculer maintenant dans quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire de la République, c'est-à-dire un état d'urgence qui dure maintenant depuis 13 mois, qui d'ailleurs n'est pas appliqué dans sa rigueur. Normalement, sous l'état d'urgence, il ne devrait pas y avoir justement de marché de Noël. On vient de le voir en Allemagne. Donc si les dirigeants français étaient cohérents avec ce qu'ils disent, puisqu'ils ont poursuivi l'état d'urgence, ils devraient interdire, par exemple, tous les marchés de Noël à travers la France. Je crois que sous l'état d'urgence, il ne doit pas y avoir de regroupement de personnes en zone publique, enfin dans la rue, de regroupement de plus de 5 ou 6 personnes. En tout cas, ces grands attroupements, normalement, devraient être interdits. Alors évidemment, j'imagine bien que cela poserait une quantité de problèmes considérables aux commerçants, aux artisans qui font leurs affaires au moment du marché de Noël. Mais ça veut donc dire que nos dirigeants, en fait, mentent quand ils maintiennent l'état d'urgence. Voilà. Ça veut dire qu'ils le maintiennent tout en le maintenant, sans le maintenir, sans le faisant pas respecter, mais en le faisant respecter quand même un petit peu. Enfin, on est dans le flou, dans l'improvisation. Au minimum, c'est de l'improvisation. Au maximum, ce sont des calculs particulièrement nauséabonds. Il y a eu l'autre attentat. L'attentat, c'est à Ankara, dans une galerie d'art. Il y avait l'ambassadeur de la Fédération de Russie, j'en parlais tout à l'heure, M. Karlov, qui a été brutalement assassiné. On a vu circuler sur les réseaux sociaux la vidéo très très choquante de cet attentat. On voit un homme dans la force de l'âge passer de vie à trépas en l'espace de quelques secondes. On voit surtout derrière lui un des gardes du corps qui, paraît-il, avait 22-23 ans, un des gardes du corps qui, paraît-il, appartenait à la police, à la protection des hautes personnalités. Et c'est lui qui, en fait, a sorti son arme pour tirer dans le dos et abattre l'ambassadeur de Russie. Alors, aussitôt, évidemment, les rumeurs, là aussi, ont circulé. Ce que je vois, c'est que le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a fait preuve, encore une fois, de qualité d'homme d'État, en ayant tout de suite à l'esprit qu'il s'agissait d'une provocation, pour probablement essayer de semer de l'huile sur le feu entre les relations entre la Turquie et la Russie, qui sont traditionnellement pas très bonnes. Depuis des siècles, les relations entre la Russie et la Turquie, en l'Empire ottoman avant, et la Turquie depuis la chute de l'Empire ottoman. Depuis donc des siècles, c'est mauvais, avec des hauts et des bas. Ça avait été particulièrement mauvais ces dernières années. Et puis, depuis la tentative avortée et mystérieuse de coup d'État qui a eu lieu cet été, et on a assisté à un rapprochement spectaculaire de Moscou et d'Ankara. D'ailleurs, le chef d'État turc, Monsieur Erdogan, a lui-même immédiatement dénoncé la provocation et a montré du doigt, à tort ou à raison, je n'en sais rien, a montré du doigt son adversaire, sa bête noire, qui est Fethullah Gülen, qui est ce type qui est à la tête d'un réseau un peu de type frères musulmans, et qu'il avait déjà dénoncé à l'été comme étant le véritable instigateur du coup d'État et comme ayant probablement des connexions avec les États-Unis, puisqu'il est en fait réfugié aux États-Unis. Voilà, donc... alors, est-ce qu'il y a eu concomitance entre les deux attentats? Est-ce que ce type qui a assassiné l'ambassadeur de Russie en proclamant Allahu Akbar et en évoquant Alep, est-ce qu'il a agi de sa propre initiative? C'est pas totalement impossible. Est-ce qu'il était dans un réseau, effectivement, le réseau de Fethullah Gülen? Moi, je n'en sais rien. En attendant, on voit bien que ça témoigne de toujours une effervescence au Moyen-Orient et surtout de ce qui est en train d'arriver en fait à Alep. C'est-à-dire que les forces gouvernementales, avec l'aide de la Russie, sont en train de reprendre Alep, la deuxième grande ville du pays,
enfin une des grandes villes du pays, de la Syrie. Et au passage, on va probablement, dans les semaines qui viennent, découvrir des témoignages des populations qui sont à Alep qui ne vont pas toutes, c'est le moins que l'on puisse dire, confirmer la version occidentale des événements en Syrie. Que pensez-vous du verdict du procès impliquant Madame Lagarde ? Je suis très choqué. Je suis très choqué par ce procès, qui pose d'ailleurs un problème de fond qui est sur l'existence même d'ailleurs de la Cour de justice de la République. Je n'ai pas encore pris une position très précise là-dessus. Je vais étudier le dossier d'un petit peu plus près. Mais je trouve que cette Cour de justice de la République, spécialement dédiée au jugement de ministres et ci et ça, avec des députés, avec des gens du sérail parmi les membres du jury, je ne trouve pas ça correct du tout. Moi, je pense, mais je vais quand même réfléchir un petit peu plus, je vais me documenter, parce qu'il y a sans doute du pour et du contre, mais je ne vois pas finalement pourquoi on a une juridiction d'exception pour des ministres ou des gens qui ont été ministres. Voilà, Madame Lagarde a été... comme d'habitude dans ce genre de sanctions, c'est des sanctions chèvre-chou, c'est des oxymores, c'est-à-dire que elle a été à la fois condamnée et blanchie, elle avait à la fois tort et raison, elle est à la fois chaud et froid. En gros, on a dit qu'elle avait commis une négligence coupable. Une négligence coupable, en effet, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que quand il s'agit quand même de dizaines de millions d'euros qui ont été attribués à M. Bernard Tapie dans des conditions qui sont quand même invraisemblables, avec un comment dirais-je, un tribunal arbitral qui a dilapidé l'argent public. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a quand même, je crois, quelque chose comme 450 millions d'euros. C'est inimaginable. C'est des sommes colossales. Pendant le procès de Madame Lagarde, d'ailleurs, on a vu des hauts fonctionnaires, et tout spécialement, on a vu Bruno Bézard, qui est un membre de l'inspection générale des finances que j'ai un petit peu connu, qui était à l'époque responsable de la direction du Trésor et qui a fait quand même des dépositions extrêmement sévères sur ce qu'il avait constaté. Il semble que dans sa qualité de directeur du Trésor, il avait énormément tiré la sonnette d'alarme en déconseillant formellement la procédure d'arbitrage. C'est quand même celle qui a été retenue. Il est exact que c'était le directeur du cabinet de Mme Lagarde à l'époque, Stéphane Richard, qui, semble-t-il... lui, il a trouvé moyen de ne pas déposer d'ailleurs devant le tribunal. Enfin, tout ça, c'est pas bon. Tout ça, ça n'est pas sain. Tout ça, je trouve que dans le jugement, ça a été finalement que Mme Lagarde avait commis une négligence coupable, et puis que c'est tout, et puis voilà. Alors pourquoi ça ? Parce que Mme Lagarde, tout le monde le sait, est la directrice générale du Fonds monétaire international. C'est la quintessence exacte de la représentante de l'oligarchie. Elle a eu dans sa carrière, elle a raté plusieurs fois l'ENA, donc du coup, par dépit, elle a traversé l'Atlantique dans sa jeunesse, ayant raté l'ENA. Et puis là-bas, elle a fait son trou. Elle a été promue, d'ailleurs, je crois que c'est une amie de Dick Cheney. Elle est arrivée à la tête de Baker McKenzie, qui est un cabinet d'avocats. Elle est tout à fait dans le petit microcosme des néoconservateurs américains, ici et ça. En fait, je pense très probablement que cette personne, que Mme Lagarde, n'a pas que la nationalité française. Il est quasiment certain qu'elle a la nationalité américaine. Elle a été donc catapultée au gouvernement français comme étant sous Jacques Chirac, ministre du Commerce extérieur. Ça avait beaucoup scandalisé, je me rappelle, les gens de la famille Dassault, parce que elle avait été une lobbyiste active de Lockheed Martin contre les intérêts de Dassault. Elle avait été d'un seul coup catapultée ministre française du Commerce extérieur. Après ça, ministre de l'Économie et des Finances. Cette Madame Lagarde n'est jamais passée par la case élection. Plutôt si elle s'était présentée dans le 12e arrondissement au moment des élections municipales à Paris. Elle s'était ramassé un râteau au milieu du visage. Elle n'avait pas réussi son coup. Enfin bref, Madame Lagarde fait très exactement partie de ces gens que les Français n'ont jamais vus, ne connaissent pas, et qui d'un seul coup sont catapultés au sommet du gouvernement. C'est un peu le style Macron, voilà, c'est un peu le même genre, avec d'ailleurs les mêmes commanditaires qui sont derrière. Alors, on imagine bien entendu que si elle avait été condamnée à de la prison, ne serait-ce que de la prison avec sursis, ce qui était justifié compte tenu de
450 millions d'euros dilapidés. Parce que négligence, il y a beaucoup de gens qui sont condamnés à de la prison, parfois de la prison ferme, pour des négligences. Hein. Voilà, quelqu'un qui, par négligence, provoque la mort de telle ou telle personne, eh bien, souvent, il termine en prison. Un chef d'entreprise, un chef de PME, ça, c'est comme ça, voilà. Ou qui par négligence ne paye pas ses impôts, hein, comme Monsieur Thévenoud, ou comme ou qui par négligence oublie de préciser, comme Monsieur Cahuzac, qu'il a planqué des dizaines de millions d'euros en Suisse, ils ont été condamnés. Voilà. Madame Lagarde, pardon, a été blanchie parce que probablement il fallait la garder à la tête du Fonds monétaire international pour ne pas faire de vagues. Je viens de faire un lapsus, j'ai dit Nelly Kroes au lieu de Madame Lagarde, parce qu'effectivement, ça m'a traversé l'esprit qu'en fait, on peut faire un parallèle. Au même moment qu'il y avait ce jugement, en fait, où Madame Lagarde a échappé en fait aux foudres de la justice, on a appris aujourd'hui même que Madame Nelly Kroes, qui est l'ancienne commissaire européenne chargée du numérique, auparavant chargée de la concurrence, j'en ai fait une petite star d'une de mes conférences, notamment celle sur les raisons pour se sortir de l'euro. Madame Nelly Kroes, je rappelle ce que j'ai déjà dit dans mes conférences, est une femme qui a une très mauvaise réputation. Avant d'être nommée commissaire européenne dans les commissions Barroso I puis Barroso II, elle a quand même été pendant 10 ans commissaire européenne, Nelly Kroes était rien moins que dans 40 conseils d'administration, notamment Lockheed Martin, notamment McDonald's, etc. Pour la très grosse partie d'entre elles, c'était des entreprises d'ailleurs américaines. On se demande comment cette femme d'ailleurs faisait pour être dans 40 conseils d'administration avec les 40 jetons de présence qui vont avec, donc elle gagnait énormément d'argent. Cette dame Kroes, ensuite, avait été catapultée la commissaire néerlandaise à la Commission européenne. Et elle avait très mauvaise réputation puisqu'on avait découvert quelque temps après qu'elle n'avait pas déclaré qu'elle possédait des immeubles de bureaux à Rotterdam dans son patrimoine. Elle avait oublié, un peu comme la négligence de Madame Lagarde. Et puis après, on avait découvert qu'elle avait des liens intimes. Elle était en fait la maîtresse d'un membre de son parti politique. Ça peut arriver, mais le membre en question étant par ailleurs très proche de Willem Holleder, c'est-à-dire quelqu'un de la mafia néerlandaise, quelqu'un qui était responsable d'enlèvements, de crimes crapuleux. Il avait enlevé le grand-père Heineken. Voilà, c'était la mafia. Voilà. Donc en fait, Madame Nelly Kroes avait des liens avec la pègre néerlandaise. Alors ça avait là aussi été étouffé, c'était dans les années 2006, à peu près, je crois. Et puis alors, il y a quelques mois, on avait appris, alors Madame Kroes n'est plus membre de la Commission européenne, mais on a appris après coup, il y a des informations qui étaient sorties, comme quoi on avait découvert qu'elle avait caché, qu'elle était encore pendant qu'elle était commissaire européenne, qu'elle était encore dans des sociétés situées, je sais plus où, aux Bahamas, ou enfin dans des paradis fiscaux. Là aussi, ça puait à plein nez. Bon. On a appris aussi ces jours-ci qu'elle avait oublié, tel le Thévenoud ou le Cahuzac moyen, elle avait oublié de déclarer qu'elle gagnait des revenus en 2015, ou 2016, donc elle a continué à toucher comme une grande les rémunérations versées par l'Union européenne, c'est-à-dire payées par les contribuables européens. On peut tous se féliciter qu'on participe tous un petit quelque chose à payer les frasques de cette dame qui a parti liée avec la pègre. Eh bien, alors, je vous raconte tout ça parce qu'on a donc toutes ces informations qui étaient sorties par les Bahamas Leaks, celles notamment sur l'affaire des Bahamas, eh bien on a appris aujourd'hui même que finalement, Madame Nelly Kroes a échappé aux sanctions de l'Union européenne. La Commission européenne, l'Union européenne a dit que finalement, Madame Lagarde n'était, je cite, pas au courant du code de conduite de l'Union européenne. Voilà, ça c'est formidable. Elle n'était pas. C'est comme si quelqu'un créait un accident mortel et puis il n'était pas au courant du code de la route, donc excusez-le, donc on passe l'éponge. C'est hallucinant. Il y a d'ailleurs en France un adage qui veut que nul n'est censé ignorer la loi.
Eh bien, on a considéré donc que Mme Neelie Kroes, alors c'est pas nous, ça s'est pas passé en France, ça s'est passé à la Commission européenne, a considéré qu'il était finalement normal que Mme Kroes, qui a gagné des millions et des millions d'euros, finalement, elle n'était pas au courant du code de conduite. Je crois qu'on n'a même pas demandé d'ailleurs de verser le trop perçu. C'est tout à fait scandaleux. Alors, pourquoi je mets en parallèle ces deux affaires de Mme Lagarde et Mme Kroes? Parce qu'en fait, ce sont des personnes totalement interchangeables. Voilà, je ne suis pas sûr et certain que Mme Lagarde ait comment dirais-je, des liens avec la pègre internationale. Je n'en ai aucune preuve. Enfin, elle est déjà amie avec Dick Cheney. Et je me rappelle que dans les services spéciaux français, il semble-t-il, on avait un trou pendant 2 ou 3 ans dans son pédigré. On ne savait pas où ce qu'elle était devenue dans son curriculum vitae. En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'elle a échappé aux foudres de la justice française, de même que Mme Kroes a échappé aux foudres du code de conduite de l'Union européenne. Il y avait pourtant... Mme Kroes avait tellement mauvaise réputation. En fait, c'est une femme qui est très très proche de la mafia. Elle avait tellement mauvaise réputation que parmi les fonctionnaires européens, il y avait une pétition qui avait circulé, et aux Pays-Bas également, je crois de mémoire, que cette pétition avait, je crois, recueilli 150 000 signatures. Voilà, nous avons affaire à une société fermée qui se permet, en fait, d'avoir une justice privée. Voilà la situation. Si je suis élu à l'Élysée, je peux vous garantir que personnellement, je veillerai à ce que la justice passe sur tout ce qui s'est passé, et notamment qu'on revienne d'un petit peu plus près sur les choses qui se sont passées au cours des dernières années. Voilà. Je pense par exemple, moi j'attends avec beaucoup d'impatience qu'on sache exactement ce qui va arriver à M. Sarkozy, qui a quand même dépassé de 100% le plafond pour les élections présidentielles. Pour l'élection présidentielle de 2012. Voilà. M. Sarkozy, de notoriété publique, a dépensé 2 fois plus d'argent qu'autorisé. Eh ben, j'attends que la justice fasse son œuvre. J'espère qu'on ne va pas nous expliquer qu'il n'était pas au courant du plafond, quand même. Que s'est-il passé sur la scène politique française? Alors, sur la scène politique française, en ce moment, alors c'est à la fois, il y a à la fois les choses bougent en partie, puis les choses sont en train de s'assouplir parce qu'on arrive dans ce que l'on appelle traditionnellement la trêve des confiseurs, c'est-à-dire que dans quelques jours, ce sera Noël, et puis quelques jours après, ce sera le jour de l'an. Donc, traditionnellement, à partir du 20 décembre, et ça va recommencer, donc disons du 20 décembre jusqu'au 2-3 janvier, il y a une quinzaine de jours où la politique se met en sommeil. Néanmoins, on a vu quand même au cours des derniers jours des choses quand même assez croquignolées. La première chose, c'est que donc là, après avoir monopolisé les médias, l'oligarchie en ayant monopolisé les médias au bénéfice des Républicains pendant je ne sais plus combien de temps, ça a duré des semaines. Enfin, on a entendu parler de la primaire des Républicains pendant des semaines. Maintenant, on entend parler de la primaire du Parti socialiste. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les Français subissent un véritable lavage de cerveau, puisqu'en fait, on ne leur parle plus depuis des semaines et des semaines et des semaines que des Républicains. On a donné la parole à des gens comme M. Juppé, M. Sarkozy, M. Le Maire, Mme Kosciusko-Morizet, qui ne sont plus rien. Ils ne participeront pas à l'élection présidentielle. Alors qu'il y a des candidats probables, et à commencer par moi, qui a toujours droit à 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Donc, on a donné tout ce temps de parole aux Républicains, puis maintenant c'est au Parti socialiste, ça recommence, le sketch commence. Alors on a vu des choses assez croquignolettes. Monsieur Gérard Filoche a été évacué de la primaire du Parti socialiste comme un malpropre. Bon. Je crois que monsieur Bastien Faudot du MRC aussi, d'ailleurs, a été évincé. Et puis alors, il paraît-il qu'il y a 7 candidats. Alors au premier rang desquels, le Premier ministre, M. Valls. Alors là, il y a eu quelque chose qui a quand même défrayé la chronique. Il faut avouer que j'avoue que c'est quand même un peu fort de café. C'est que Manuel Valls, dans son programme, veut supprimer le fameux article 49, alinéa 3 de la Constitution, qui prévoit qu'une loi est adoptée sans débat s'il y a pas de motion de censure si une motion de censure n'est pas déposée,
ou bien si une motion de censure est déposée et qu'elle n'est pas votée. À ce moment-là, la loi est réputée adoptée. Alors, au passage, on pourrait parler d'ailleurs de cet article 49 alinéa 3. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut le supprimer nécessairement. Il faut y réfléchir. C'est vrai que c'est un peu, ça n'est pas extrêmement démocratique, ça je le reconnais. Mais néanmoins, ça avait été voulu aussi pour permettre de surmonter des blocages législatifs. Et il faut bien comprendre que parfois, ça pourrait avoir du sens. J'imagine par exemple imaginons que je sois élu président de la République, que je vais mettre en œuvre la sortie de l'Union européenne conformément à mon mandat, que ensuite nous ayons obtenu une majorité à l'Assemblée nationale de députés qui veuillent la chose, mais une majorité toute très chiche à quelques voix près. Et imaginons qu'un certain nombre de ces députés, parce que quand on a une majorité, il y a du monde, imaginons que certains de ces députés, eh bien finalement, soient sensibles à des sirènes de l'opposition ou de je ne sais pas qui, et d'un seul coup rechignent. C'est ça qu'avait prévu Charles de Gaulle, c'est que justement de temps en temps, il faut un peu forcer le destin, puisque des députés ont été élus sur un programme et ils ne veulent plus l'appliquer. Donc, appliquer le 49.3, s'il s'agit d'appliquer le programme initial sur lequel une majorité a été élue, me paraît pas forcément toujours choquant. Là où c'est choquant, évidemment, c'est lorsqu'il s'agit d'utiliser le 49.3 pour faire le contraire exact du programme. Ce qui avait été le cas de Manuel Valls. Parce que jamais les députés de gauche avaient été élus en 2012 pour appliquer la loi El Khomri, par exemple, qui est le contraire exact de ce qui avait été prévu. En d'autres termes, cet article 49.3 ne devrait être légitime que pour forcer la majorité à appliquer le programme sur lequel elle a été élue. C'est une espèce de comment dirais-je, de vote, de mandat impératif. Même si la Constitution prévoit que tout mandat impératif est nul, il faudrait, le 49.3 permet d'imposer aux députés qui ont été élus pour mener une politique de la faire. À condition que le chef de l'État, évidemment, soit dans cette ligne de pensée. Manuel Valls a fait tout le contraire. Il a utilisé le 49.3 pour imposer aux députés une politique exactement contraire à celle sur laquelle ils s'étaient fait élire. C'est là le scandale. Et Manuel Valls n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Il l'a utilisé 6 fois pendant qu'il était Premier ministre. Voilà. Alors maintenant, il découvre d'un seul coup que c'est pas bien. Bah oui, d'accord, ok. C'est vraiment se moquer du monde. D'ailleurs, Madame El Khomri, la voix de son maître, a dit la même chose. Bon, là, ça va. C'est quand même invraisemblable. Tous ces gens sont en train de se discréditer. Je pense d'ailleurs que M. Valls est en train largement de se discréditer. Voilà. D'ailleurs, son début de campagne a fait tellement flop qu'on a appris aujourd'hui même que François Hollande, incroyable mais vrai, a fait savoir que finalement il regrettait d'avoir dit qu'il ne se représenterait pas et que maintenant il hésiterait presque à se représenter en disant peut-être que... Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais c'est invraisemblable. Enfin, je veux dire, M. Hollande, comme disait ma pauvre grand-mère, M. Hollande n'a ni cœur ni honneur. Je veux dire, quand on est chef de l'État, qu'on affirme à la nation qu'on a décidé de ne pas se représenter, on ne change pas 15 jours après de point de vue. Il me fait penser, vous savez, quand vous êtes l'été, par exemple, vous êtes au bord d'un lac et puis il y a des moustiques agaçants. Donc, ça... Alors, vous pensez l'avoir, on en est débarrassé, et puis 15 secondes après, mince, il est encore là. Ben voilà, ça c'est exactement François Hollande. On pense en être débarrassé, voilà qu'il recommence. Non, il va falloir lui donner un coup de Flytox ou je sais pas quoi, il va falloir s'en débarrasser. Alors, bon, on va voir la suite. Mais pendant ce temps-là, il y en a un qui essaye de tirer les marrons du feu, c'est M. Montebourg. M. Montebourg, qui, semble-t-il, a des ailes, semble avoir des ailes. Et en tout cas, je ne sais pas s'il a des ailes, en tout cas, il fait en ce moment coller un peu partout dans Paris des affiches à son effigie. Alors, de ce point de vue-là, un de nos adhérents
nous a fait passer des clichés pris hier sur la place de la Nation, où l'on voit, on voit pas très bien, mais il faut regarder d'un petit peu près, on voit tout simplement un monsieur qui est un colleur d'affiches, qui est en train de coller des affiches de monsieur Montebourg sur des panneaux. C'est de l'affichage sauvage, comme on le font la plupart des responsables politiques d'ailleurs, à commencer par moi-même. Mais alors, ce qui est intéressant sur ces clichés là, que je vous montre qui sont derrière moi, c'est que on voit le colleur d'affiche de monsieur Montebourg, qui colle d'ailleurs une affiche de Montebourg sur une affiche de Dupont-Aignan. Il a l'air d'ailleurs de connaître bien l'emplacement, et pour cause, parce qu'il a un dossard, hein, il a un gilet jaune, et quand on s'est approché de ce gilet jaune, paraît-il, eh bien, il y avait marqué derrière, tout simplement, Affichage Plus. Affichage Plus, c'est une société, et d'ailleurs qui a un site internet, Affichage Plus, qui justement colle des affiches. Et colle des affiches pour qui, à votre avis? Pour les responsables politiques qui n'ont pas de militants. Et voilà. C'est-à-dire qu'on sait le prix, c'est à peu près 1 euro par affiche collée. Voilà. C'est-à-dire que M. Montebourg, il n'a pas de militants. Et donc il passe par Affichage Plus. Voilà. Vous avez la preuve sous le nez. Voilà. Voilà ce que c'est que M. Montebourg. Et d'ailleurs, le colleur d'affiche faisait ça d'un air blasé. Et il collait l'affiche à l'endroit où il avait collé la semaine d'avant l'affiche de monsieur Dupont-Aignan, qui n'a pas plus de militants que M. Montebourg. Voilà. Alors si je me parle de ça, c'est que c'est l'antithèse exacte de l'UPR. Puisqu'à l'UPR, nous ne passons par aucune société de collage d'affiches. D'abord parce qu'on n'en aurait pas les moyens. J'ai lancé, donc il y a un certain nombre de semaines maintenant, nous avons lancé des nouvelles affiches. On en aura bientôt de nouvelles d'ailleurs. On a fait tirer 200 000 affiches. On a payé uniquement le frais d'impression. Pour le reste, ce sont... et puis le frais de transport pour envoyer ça en province. Pour le reste, ce sont nos adhérents et nos militants avec de l'huile de coude qui vont coller les affiches dans tout Paris. Et d'ailleurs... Et pas seulement dans Paris, dans toute la France. Je ne sais plus si je le racontais, mais je l'ai raconté ailleurs. L'autre fois, j'ai fait une conférence à Ussel, en Corrèze, après ça à Aurillac, entre Ussel et Aurillac, où il y avait, au milieu des vaches de Salers dans les prés, de temps en temps, passer dans un petit village. Et puis, il y avait une affiche de votre serviteur sur un panneau d'expression libre dans un petit village du Cantal. On a des affiches partout, ça va de Brest à Marseille, ça va de Strasbourg à Toulouse, etc. Enfin, je vais pas citer, il y en a partout. Voilà. Et en particulier en Île-de-France, on a des équipes tout à fait formidables et qui ont la niaque, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont envie de coller. Alors moi, j'ai vu des gens autour de moi, des amis, des connaissances. Certains m'ont dit, mais vous passez par quelle société de collage d'affiches? J'ai dit, on passe par aucune société. On passe par les militants. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent. Si ça vous dit, si le cœur vous en dit, venez aider nos militants. Manifestez-vous, écrivez-nous à Contact UPR sur notre site et dites voilà, moi j'ai du temps pour vous aider à coller des affiches parce que c'est pas bien, on n'envoie jamais une seule personne coller des affiches. C'est bien d'être un petit groupe, d'être 2, 3, 4 personnes. D'abord, c'est assez rigolo. Je le dis d'autant plus que moi-même j'y ai participé une fois. J'aime bien coller des affiches, mais malheureusement pas passer mon temps à ça. Mais allez-y, faites-vous connaître. Il y aura énormément de collage d'affiches à faire. Ça prouve la puissance du militantisme de l'Union populaire républicaine. Nous sommes le premier parti militant de France. Et évidemment, on peut avoir ainsi une couverture avec nos affiches sans que ça nous coûte l'argent nécessaire. Parce que pour coller les 200 000 affiches que nous avons fait tirer, il nous faudrait en gros 200 000 euros. On les a pas. C'est tout simplement ça. Donc on aura besoin de beaucoup d'argent pour la campagne présidentielle. Voilà. Alors, je disais ça parce que ça permet de goûter et de comparer. Goûter et comparer, en fait, on a affaire d'un côté à un mouvement politique comme le nôtre qui est fondé sur l'appel au peuple, qui d'ailleurs répond. Le peuple français, j'en dirai un mot en conclusion peut-être, parce que j'ai lancé un appel à dons et à cotisations qui marche, qui commence sur les chapeaux de roue, et je suis extrêmement heureux de ça. Nous, on a un mouvement politique
qui attire les gens. D'ailleurs, dans mes conférences publiques, il y a de plus en plus de monde, y compris. Là, j'étais à comment dirais-je, à Orléans hier. Donc 20 décembre, alors que c'est le marché de Noël, alors que les gens n'ont pas du tout la tête à ça, il y avait plus de 50 personnes dans la salle qui étaient venues m'écouter alors qu'on n'est qu'à quelques jours de Noël. Pour un peu, ça aurait valu le coup que j'organise une conférence le 24 décembre au soir, ça se trouve, il y aurait eu du monde. Bon, nous, on est en train de susciter un formidable élan populaire. Les autres, ils ont besoin, comme M. Montebourg, mais M. Benoît Hamon, ça doit être exactement la même chose, puisqu'il fait coller aussi des affiches. Comme d'ailleurs c'était la même chose pour Mme Kosciusko-Morizet, M. Le Maire, etc. En fait, ils ont recours à des sociétés de collage d'affiches. Voilà, tout est dit. Trump a été élu officiellement président des États-Unis. Quelle est votre analyse ? Il a été élu officiellement président des États-Unis d'Amérique le 19 décembre, donc il y a quelques jours, par le vote définitif donc de ce qu'on appelle les grands électeurs. Alors, il a été élu. C'est a priori, ça ne devrait pas être une surprise, sauf que c'en était une cette fois-ci, puisque il y avait une véritable campagne qui avait été lancée, notamment. Il suffit de lire des articles venant des États-Unis d'ailleurs, où il le mentionne expressément, notamment par l'entourage d'Obama, par l'entourage de Mme Clinton, mais aussi avec un soutien assez clair et massif de la CIA. C'est-à-dire que la CIA semble avoir déclaré la guerre au nouveau président des États-Unis. Voilà. Il faut dire que le président des États-Unis élu, que M. Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, semble, lui, reposer son action sur le FBI. Le FBI, je rappelle, j'en avais parlé, vous vous rappelez de ces affaires, le directeur général du FBI, qui avait, sur l'affaire des courriels de Mme Clinton, avait ouvert une enquête, l'avait refermée, l'avait rouverte, l'avait refermée. Enfin, on voyait bien qu'il était à U et à dia, mais que comment dirais-je, les fonctionnaires, l'administration du FBI était quand même extrêmement contre Mme Clinton, qui était connue par le FBI comme étant corrompue et jusqu'à l'os. Bon. Donc il semble que M. Trump fasse reposer une partie de son pouvoir sur le FBI, et il est de notoriété publique qu'il y a une haine entre la CIA et le FBI qui remonte à plusieurs années. Alors, le résultat de tout ça, c'est qu'il y a eu des mots d'ordre qui ont circulé, évidemment repris assez généreusement par les médias du système, qui laissaient entendre que peut-être le président des États-Unis pourrait ne pas être Donald Trump. Par quel miracle ? Eh bien, tout simplement parce que vous savez que c'est un vote un peu bizarroïde aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens votent État par État. En fait, ils votent pour des grands électeurs. Or, il se trouve que les grands électeurs, c'est eux ensuite qui élisent le président des États-Unis. Il faut avoir 270 grands électeurs pour être élu, puisqu'au total, il y a 540, je crois, grands électeurs. Ou 539. Il en faut 270 pour être élu. Mais ces grands électeurs, qui sont donc... quand quelqu'un gagne un État, il a tous les grands électeurs de l'État. Mais ces grands électeurs ne sont pas forcément tenus de voter pour le président pour lequel ils ont été élus, comme devant voter pour lui. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, les députés socialistes français qui ont été élus sur un programme et qui appliquent l'autre, et on leur impose le 49.3 pour appliquer un programme pour lequel les Français ne se sont pas exprimés. Alors, ça dépend des États, parce que pour tout simplifier, il y a des États aux États-Unis où les grands électeurs sont tenus par la loi de voter pour le président pour lequel ils s'étaient déclarés. Mais avec une faible pénalité. Je crois qu'il y a une amende de $1000, ça va pas très loin. Mais il y a des États où les grands électeurs ont la totale liberté de vote. C'est quand même incroyable. Alors ça veut dire qu'il y avait un appel pour qu'il y ait en gros 37, je crois, ou une trentaine de grands électeurs qui, au lieu de voter pour Donald Trump, décident comme des grands de voter pour Mme Clinton. Et puis le tour était joué. Enfin, ça aurait été incroyable comme histoire. Alors, ça a été présenté dans les médias comme une hypothèse tout à fait vraisemblable. Finalement, qu'est-ce qui s'est produit ? Vous avez suivi, ou quoique, il y a eu un voile pudique qui a été jeté sur cette affaire. On a assez rapidement passé à autre chose, parce qu'en fait, ce qui s'est passé,
et je crois que c'est sans précédent dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, je crois que ça n'est jamais arrivé, c'est qu'il y a eu un nombre tout à fait exceptionnel de grands électeurs qui décident de ne pas voter pour leur candidat. Très exactement. Si j'ai bien vu les décomptes, mais l'information est très difficile à trouver. J'ai essayé de la chercher, je ne l'ai pas trouvée. Je l'ai quand même trouvée sur le New York Times, mais c'était encore hypothétique. Donc je ne sais pas si c'est les résultats définitifs, mais si j'en crois le New York Times, il y a 2 grands électeurs de Donald Trump qui avaient donc été élus et censés voter pour Donald Trump, qui en fait ont voté pour quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre n'étant d'ailleurs pas forcément Madame Clinton. Je crois qu'il y en a un qui a voté pour Bernie Sanders ou un truc comme ça. Et puis, il y en a... Alors ça, c'est ça le plus extraordinaire, c'est qu'il y a 5 grands électeurs, si j'ai bien vu les statistiques du New York Times, qui devaient voter pour Madame Clinton et qui ont voté pour d'autres candidats, pas forcément... ou c'est peut-être un de ceux-là qui a voté pour Bernie Sanders, je ne me rappelle plus. Peut-être pour Trump ou pour des candidats accessoires, parce qu'ils peuvent voter pour n'importe qui. Voilà, ils auraient même pu voter pour Macron. Non, quoique Macron n'est pas né aux États-Unis, semble-t-il, donc ça aurait raté. Enfin bref. Tout ça pour dire que ça s'est terminé avec monsieur Donald Trump qui a été élu avec 304 grands électeurs contre Madame Clinton qui, elle, a fait 227 grands électeurs. Et puis surtout ce coup de théâtre qui a été que, pour la première fois, je pense, dans l'histoire des États-Unis, en tout cas très certainement au XXe siècle, on a un nombre incroyable de grands électeurs qui se sont exprimés contre 7 grands électeurs qui n'auraient pas respecté le vote pour lequel ils ont été élus. Ce qui témoigne d'une dégradation de la situation politique américaine, ce qui témoigne d'une tension au sein de la situation américaine. Et je pense que les États-Unis filent un mauvais coton. Voilà ce que je pense. Parce que on voit maintenant aux États-Unis fleurir des analyses où des gens se demandent est-ce que finalement M. Trump va ou non être assassiné. La CIA, parce que c'est la CIA qui était derrière, c'est elle qui avait balancé des informations comme quoi Donald Trump, en fait, aurait été un candidat qui aurait bénéficié d'une espèce de complot russe. Alors là, d'un seul coup, la théorie du complot, tout le monde trouve ça tout à fait normal. Les États-Unis ont dénoncé l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine. Je ris parce que c'est quand même incroyable. Quand on pense que les Américains s'ingèrent dans les affaires intérieures de tous les États du monde, voilà, il suffit d'aller sur le site de la CIA, on vous explique en long, en large et en travers comment la chute d'Allende a été organisée par la CIA. Voilà, les États-Unis sont à la manœuvre dans tous les domaines, dans toutes les élections. Par exemple, pour l'élection présidentielle française, ne croyez pas un instant que les États-Unis ne regardent pas ça de très près. Ils regardent ça évidemment de très près. C'est pas pour rien d'ailleurs que Monsieur Macron, dont je parlais tout à l'heure, s'est rendu aux États-Unis pour collecter des fonds auprès de banquiers. On ne sait pas si tout ceci respecte d'ailleurs la question du financement des partis politiques. Ça n'est pas pour rien que tous les grands médias euro-atlantistes chantent les louanges de Macron, 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 Macron. Il n'est question que de ça, tout le temps, tout le temps. M. Macron a fait 75 couvertures de magazines au cours des 3 derniers mois. Voilà. On est dans le même type de manipulation mentale que ce qui a été aux États-Unis. Cela étant, la situation américaine doit nous laisser nous donner le calme des vieilles troupes. Voilà, parce que n'oublions pas justement que finalement, toutes les manipulations en faveur de Madame Clinton et contre M. Trump se sont retournées contre les organisateurs. Voilà. Donc de la même façon que les Américains ont rejeté Madame Clinton comme le noyau d'une cerise trop pourrie, eh bien je pense que les électeurs français ne vont pas tomber dans le piège énorme, gros comme une maison, qui leur est tendu avec hyper médiatisation de M. Macron. Comment se porte l'UPR ? Eh bien, l'UPR se porte de mieux en mieux. Là encore, une fois, encore une fois, je suis désolé, un communiqué de victoire, mais l'UPR se porte vraiment extrêmement bien. Enfin, on ne s'est jamais aussi bien porté. On a fait, je l'ai déjà dit, 1002 adhésions le mois dernier. Là, on va sans doute faire un petit peu moins, je pense, parce que
D'abord, il n'y a pas eu on avait fait 114 adhésions le 11 novembre dernier à l'occasion de l'élection dans la foulée de l'événement planétaire qui a été l'élection de Trump, qui a montré que tout est possible en fait en politique et que les médias, les grands médias officiels et les faux sondages sont en train d'être balayés. Voilà. C'est-à-dire qu'à la limite, avoir les médias contre soi devient un atout. Alors comme tous les grands médias continuent à observer le silence le plus religieux sur mon existence, au point même qu'on a vu d'ailleurs un sondage organisé par la Dépêche du Midi ces jours-ci où je ne figure pas parmi les candidats, que sur tous les sondages en ligne, en général, j'arrive premier ou deuxième. Là, ils ont décidé. Alors, la réponse qui a été faite par les gens de cet organe de presse, qui était fait avec d'autres petits journaux locaux, ça a été qu'ils avaient décidé souverainement de qui ils mettaient. Alors, probablement, ils ont dû croire faire un jeu de mots parce qu'ils pensent qu'on est un mouvement souverainiste. En attendant, le rôle d'un journal, ce n'est pas de décider de qui est candidat et qui a accès aux médias. Normalement, un journal digne de ce nom doit en fait refléter la réalité. Or, la réalité, je le disais tout à l'heure, c'est que quand je me déplace en province, je fais des salles combles, même au début, à quelques jours de Noël. La réalité, c'est qu'actuellement, nous sommes sur une tendance extrêmement rapide des adhésions. Aujourd'hui même, 21 décembre, depuis 0 heure, jusqu'à ce début de soirée où on enregistre, enfin même en cette fin de soirée, on doit avoir fait quelque chose comme 54 adhésions dans la journée. Enfin, c'est considérable. Et j'ai lancé le 12 décembre dernier un appel à adhésion, à dons, à cotisation pour financer la campagne présidentielle, si je suis candidat, et les campagnes législatives, où là, de toute façon, on aura des candidats. J'avais lancé ça donc le 12 décembre dernier. J'ai dit que nous avions un budget minimum. Le strict minimum, c'est 1,8 million d'euros, ce qui peut paraître une somme importante, bien entendu, pour un particulier, mais ce qui, pour un parti politique avec des échéances nationales d'une aussi grande importance, c'est en fait extrêmement peu. Je l'ai dit tout à l'heure, le plafond pour l'élection présidentielle est de 23 millions d'euros. Nous, on a budgété à peu près 800 000 euros. Donc vous voyez qu'on est le petit pousset. Mais j'ai dit aussi que nous, on a un avantage énorme, c'est le très grand militantisme et l'ardeur, la ferveur de nos adhérents et de nos militants. Alors j'ai lancé cet appel à dons et à cotisation le 12 décembre. Aujourd'hui, 21 décembre, on a déjà dépassé les 130 000 euros recueillis et presque 1000 personnes qui ont déjà contribué, plus de 980 et quelques personnes en ce 21 décembre au soir. Donc ça veut dire qu'en 9 jours, on a eu plus de 100 personnes par jour qui ont soit adhéré, soit versé leur cotisation annuelle, soit versé un don. Et souvent qu'on fait les deux choses à la fois, adhérer et verser un don, leur cotisation annuelle et verser un don, ou alors il y a aussi de simples donateurs. 100 personnes par jour, 110 personnes par jour, c'est beaucoup. C'est beaucoup, d'autant que la campagne ne fait que commencer, qu'on arrive à la trêve des confiseurs. Et on a donc récupéré 130 000 euros. C'est beaucoup aussi. Ça veut dire qu'on est sur un rythme de 15 000 euros par jour. Depuis que j'ai créé l'UPR, on n'a jamais vu un tel flot, un tel afflux d'adhérents, de donateurs et d'argent arriver. Alors, on est encore à 7% du total. Donc on est encore loin du total, mais on a encore les mois, on a encore la fin du mois de décembre, mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je signale bien entendu que si ces dons et cotisations qui sont déductibles de l'impôt sur le revenu, ils procurent une réduction de l'impôt des 2/3, je le précise. On a d'ailleurs jusqu'au 31 décembre de cette année, vous avez jusqu'au 31 décembre de cette année en payant par télépaiement. C'est valable uniquement désormais par télépaiement, puisque là, on vient de franchir, on n'accepte plus les chèques pour ça jusqu'à partir du 22 décembre pour des raisons de date. Mais jusqu'au 31 décembre, vous pouvez réduire de façon importante votre impôt sur le revenu 2016 que vous paierez en 2017 si vous nous faites un don ou une adhésion, une cotisation. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si d'aventure on dépassait les 1,8 million d'euros,
Si on avait 2 millions, 2,5 millions, 3 millions, eh bien, ça ne serait évidemment qu'encore mieux. C'est-à-dire que ça nous permettrait de développer encore davantage nos actions militantes, d'essayer d'avoir plus d'affiches, de faire comment dirais-je, du matériel militant beaucoup plus sophistiqué, de distribuer des DVD avec les conférences, etc., etc. Donc voilà, ça veut dire que le plafond le montant de 1,8 million d'euros n'est pas un plafond, c'est un plancher minimum, et toute aide sera la bienvenue. J'ai d'ailleurs tout à fait confiance dans toutes les personnes qui m'écoutent. Je l'ai dit, je l'ai redit. Je vois actuellement une vraie ferveur se développer. De telle sorte d'ailleurs que je pense, encore une fois, certains vont rire, vont sourire en disant il ne nous a pas dit le nombre. Non, je ne dirai pas le nombre de promesses de parrainage que nous avons. Nous ne sommes pas encore arrivés au but. Nous ne savons pas d'ailleurs quelles sont les promesses qui seront transformées en parrainage, donc il nous faut de toute façon une marge de manœuvre. Mais je confirme que nous en avons beaucoup, qu'il y a à travers toute la France, et je les remercie du fond du cœur, énormément de nos militants, de nos adhérents qui essayent d'avoir des parrainages. Et au cours de la semaine, depuis le début de la semaine, on a eu 1 ou 2 ou 3 parrainages qui sont arrivés par de nouveaux démarcheurs qui connaissent un maire, qui connaissent par un parent, par la famille, par des collègues de travail qui sont parvenus à le convaincre. Voilà, donc nous ne sommes pas encore arrivés au but, mais nous en avons beaucoup. Et si nous continuons, si la mobilisation surtout ne faiblit pas, si elle se poursuit même pendant la trêve des confiseurs et si elle redémarre encore en janvier et en février, je pense que je pourrais être candidat. Comme je l'ai déjà dit, ce sera énorme parce que tout le monde sait bien que c'est extrêmement difficile, de plus en plus de maires refusant de présenter un candidat. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Et puis maintenant, mobilisez-vous. Mobilisez-vous pour trouver des parrainages. Mobilisez-vous en faisant votre devoir, si j'ose dire, comme je le fais moi-même, de citoyen soucieux de défendre son pays, donc en nous versant, en adhérant, personne ne le saura. Donc adhérez, notre compteur est suivi comme le lait sur le feu par tout le monde, par nos adversaires, par des services d'information, par des ambassades étrangères en France. Il y a énormément de gens, par les journalistes bien entendu, énormément de gens qui regardent ce compteur des adhérents. Donc mobilisez-vous, adhérez. Si décidément vous ne voulez pas adhérer ou si vous ne le pouvez pas, parce qu'il y a des personnes sous statut particulier qui ne le peuvent pas, au moins faites un don. Et puis, si vous le pouvez, rejoignez nos équipes pour faire du collage d'affiches ou de la distribution de tracts. Je vous en remercie. Avez-vous un mot pour conclure ? Le mot pour conclure, je viens de le dire. Je vais simplement rajouter, on est le 21 décembre, je voudrais rajouter quand même mes vœux personnels à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, à toutes celles et à tous ceux qui font confiance, qui me font confiance et qui font confiance plus généralement à l'Union populaire républicaine. Je voudrais leur dire 2 choses. La première, c'est qu'ils ont raison de me faire confiance. Ils ne seront jamais déçus ni trompés parce que je suis comme je suis. Je fais toujours ce que je dis et je dis toujours ce que je fais. Tout le monde peut le constater. Avec nous, c'est du sérieux, c'est du réel. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de faux semblants. Mon programme que je vais présenter au cours du mois de janvier approfondi, c'est en fait le même que celui que vous connaissez dans ses grandes lignes depuis bientôt 10 ans. Vous avez raison de me faire confiance et je pense que nous sommes en train de gagner la partie. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est tout simplement qu'arrivent les fêtes de fin d'année. Je pense à tous et à toutes celles et à tous ceux qui ont des enfants. C'est quand même une période merveilleuse quand on a des enfants ou des petits-enfants. J'espère que vous passerez les fêtes de Noël ou les fêtes de fin d'année en famille, quelle que soit votre religion d'ailleurs, puisque c'est en fait la fête de la fin d'année civile pour tout le monde. Tout le monde n'est pas chrétien à l'UPR, mais tout le monde se félicite de ces fêtes de fin d'année. J'ai une pensée particulière aussi aux personnes isolées, aux personnes seules,
aux personnes handicapées, également aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers et qui n'ont pas la possibilité, la chance d'être réunis en famille. J'ai une pensée émue pour toutes ces personnes. Voilà, sachez que je penserai à elles au cours de ces fêtes et qu'elles sachent qu'avec notre mouvement politique, on est en train de faire naître un formidable espoir, le retour à une France beaucoup plus conviviale, une France beaucoup plus solidaire et en fait une France qui retrouve tout simplement le bonheur d'être la France. Vive la République et vive la France.